Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Le patrouilleur Terriero à Terriero a été accueilli en grande pompe ce matin à Papeete après 2 mois et demi de navigation. Parmi l'équipage, 4 Polynésiens heureux de retrouver le Fénois. Voilà un an que le gouvernement Broderson est au pouvoir. Quel bilan tire le parti à Heria Porinetia? Nous en parlerons avec Nuya Olori, le représentant à l'Assemblée, membre du parti. Il est notre invité ce soir. Les startups polynésiennes développent leur visibilité au salon Vivatech de Paris qui a accueilli 3500 exposants de 120 pays. Une superbe vitrine pour les startups polynésiennes venues rencontrer des investisseurs. Athlétisme et force athlétique, c'est le menu de notre rubrique Terra Sport avec notre spécialiste Oriano Tefa. La base navale de Papeete en ébullition. Le nouveau patrouilleur, le Terriero à Terriero est accosté à Papeete après 2 mois et demi de navigation et notamment le passage du Cap Horn. Ce nouveau bâtiment de la Marine nationale en Polynésie a rejoint son port d'attache parmi les marins de l'équipage. 4 Polynésiens très heureux de retrouver le Fénois. Thomas Chabrol est monté à bord. Il est le second patrouilleur outre-mer d'une série de 6. Le Terriero à Terriero Iterei navigue désormais dans les eaux polynésiennes. Depuis son départ de Brest au mois de mars, le navire a fait 6 escales pour rejoindre Tahiti, son port d'attache. Un long périple qui a permis aux 39 marins à bord de tester le bâtiment dans toutes les conditions de mer et notamment lors du passage du Cap Horn. La Marine nationale n'était pas passée par le point le plus austral de l'Amérique du Sud depuis 15 ans. Pour y arriver, on a franchi à peu près toutes les conditions de température et d'environnement, avec parfois un temps très calme, ensoleillé, et parfois des conditions beaucoup plus agitées, qui ont permis de vérifier que le bâtiment savait naviguer dans toutes les conditions et qui résistait bien à la mer. 4 Polynésiens sont à bord, et Yari est mécanicien. Le voyage a mis à rude épreuve les machines. Le navire est doté de nombreux outils électroniques pour contrôler les systèmes. Le marin de 24 ans surveille tout ça de près. Ah oui, il y a beaucoup d'automatisme à bord et l'automatisme, des fois, ne fonctionne pas forcément et on essaie de rectifier ça au fil du temps. À la passerelle, Erani pointe la position du bateau, mais son regard est aussi tourné vers les montagnes de Tahiti. Fière d'être à bord du patrouilleur, elle ne cache pas son émotion. Sur le quai, sa famille l'attend avec impatience. On attendait ça depuis longtemps et maintenant, libération, on attend que d'activer, poser la première haussière et retrouver nos familles. Que de la joie. L'entrée dans la passe de Papeete est saluée en grande pompe avec des jets d'eau et coups de canon. Pour tous les marins, cette arrivée est un grand jour, celui des retrouvailles. Tahiti n'a pas vu ses proches depuis 5 ans. En voyant le soleil se lever avec les rayons de soleil qui tombent sur Tahiti, ça m'a fait un énorme sentiment de bonheur de rentrer à la maison. Le navire de nouvelle génération intègre le programme de renouvellement des moyens des forces armées. Plus rapide, son autonomie est rallongée pour assurer sa mission principale, la surveillance de la zone économique exclusive. Depuis le Chili, en 17 jours de mer, l'équipage n'a pas eu besoin de ravitailler. Le patrouilleur est aussi équipé de moyens de surveillance plus performants. C'est également un bâtiment qui a une capacité de veille de lointaine augmentée grâce à un drone embarqué. Le patrouilleur vient remplacer l'Arago. Le second patrouilleur arrivera en 2025. Nous avons également les Falcon 50 qui viendront remplacer les gardiens en fin d'année. Et donc c'est ce signe qui a été acté dans la loi de programmation militaire qu'on peut voir aujourd'hui. Plusieurs essais, dont des tests militaires, sont prévus dans les prochaines semaines. La première mission opérationnelle est fixée pour les Jeux Olympiques. Et en bref, un jeune touriste a été grièvement mordu par un requin à Rikitea. Le jeune homme effectuait du snorkeling en pleine mer lorsqu'il a été attaqué par le squale dont on ignore pour l'heure l'espèce. Il a été grièvement mordu au bras, mais son pronostic vital ne serait pas engagé.
Et le gouvernement Broderson a un an. Vendredi dernier, le président, entouré de ses ministres, faisait le point sur les actions menées au cours des 12 derniers mois. Pour commenter cette première année de mandature, nous recevons ce soir Nuihau Lore, un représentant non inscrit à l'Assemblée issu du parti Aheria Polinetia. Nuihau Lore, Yorana. Yorana Davidson. Alors, vendredi dernier, le gouvernement a fait donc son bilan de sa première année de mandature et le 3 juin, le président poursuivra son bilan dans un échange face à la population. Que retenez-vous de cette première année? Quels sont les points marquants? Aucun. C'était un bilan quasi inexistant. Aucune grande réforme n'a été engagée, aucune grande mesure, aucune loi, que cela concerne l'économie, la PSG. On a vu un président qui était en difficulté parce que c'est vrai objectivement que ce bilan était vide. Et nous, on le voit à l'Assemblée puisque l'essentiel des textes qui sont présentés sont des textes qui ont été préparés par l'ancienne mandature, par l'ancien gouvernement. Et finalement, le Tavené qui a critiqué pendant quasiment 10 ans la gestion autonomiste, maintenant qu'il a tous les leviers du pouvoir, finalement ne propose rien et notamment ne propose pas tout ce qu'il avait présenté pendant la campagne électorale. C'est ce qui nous choque un peu dans ce bilan. Alors c'est vrai que le président a annoncé qu'il allait remanier le gouvernement, mais je pense qu'au-delà de ce remaniement, dans ce qui s'est passé sur l'année écoulée, on voit des ministres qui sont en pleine bonne volonté certainement. Mais de mon point de vue, ce qui pose problème, c'est que si on prend par exemple le sujet de la santé, on voit toutes les difficultés du CHPF, je pense que le président doit s'engager. Le président doit fixer son cap et donner confiance. Et le fait que le président ne soit pas là, quasiment tout le temps, je pense que ça pose aussi un grave problème. L'inflation a ralenti en raison d'un contexte international qui évolue, mais elle est toujours présente et les prix ne baissent pas malgré la suppression de la TVA sociale. Le gouvernement a-t-il des leviers à disposition pour agir sur la cherté de la vie et qui est une préoccupation majeure de la population? C'est la principale préoccupation. C'est vrai que les prix ont augmenté depuis 3-4 ans. Alors, on sait que les prix ils dépendent du prix des produits que l'on achète à l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas beaucoup de leviers d'action. Par contre, le levier d'action qui permettrait de réduire le coût de la vie, c'est la fiscalité. C'est de diminuer les droits, les taxes, de diminuer finalement les impôts que payent les Polynésiens pour leur donner plus de pouvoir d'achat. Et ce qui a été fait dans la loi fiscale que nous avons contestée, c'est exactement le contraire. On diminue les exonérations, on augmente les impôts, on essaye de gratter à droite et à gauche, et finalement on se retrouve dans une situation où la cherté de la vie reste le problème majeur. Alors c'est vrai que réduire les impôts, ça veut dire aussi mettre en place des réformes sur le fonctionnement de notre pays, sur les différents établissements. On va examiner demain un collectif budgétaire dans lequel le gouvernement fait du rafistolage. On donne 1 milliard à l'OPH, 500 millions à l'huile de riz, on essaie de donner 2 milliards au CHPF, ici ou là, alors que le fond du problème, c'est la réforme de tous ces organismes. Et si je prends l'exemple du FRPH, le Tavené a critiqué pendant plus de 10 ans ce dispositif qui donne le sentiment que le gouvernement peut faire baisser le prix des carburants. On sait que c'est faux. Le FRPH, c'est un système dans lequel le gouvernement prend dans une poche celui des contribuables pour permettre de limiter les augmentations du coût de l'essence pour les automobilistes. En fait, c'est tout le monde qui paye, y compris ceux qui n'ont pas d'automobile. On sait que ces systèmes ne marchent pas et le Tavené a critiqué ce dispositif pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il dote à hauteur de 2 milliards le FRPH alors qu'il est contre ce système. C'est là qu'on voit finalement que, au-delà de la critique qui a été faite pendant 10 ans de la gestion autonomiste, il n'y a aucune proposition. Et ce qu'on nous répond, c'est que, il faut nous donner le temps. Là, ça fait quand même 1 an. C'est compliqué.
Ça nécessite des discussions, de la concertation, de la réflexion. Je pense qu'on a déjà dépassé ce cap et c'est ce qui fait que beaucoup de partenaires sociaux, d'acteurs économiques sont quand même, il faut dire les choses, déçus de ce début de mandature. Justement, le président affirme que les carnets de commandes sont pleins. De son côté, donc le Tapura affirme que le pays court à la catastrophe et que les bureaux d'études n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Faut-il s'inquiéter pour les années 2025 et suivantes? Ah oui, il faut s'inquiéter pour la fin de l'année 2024 et l'année 2025 parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises continuent à avoir de l'activité, notamment dans le BTP, puisque c'est la suite des chantiers qui ont déjà été lancés en 2023 et au début de 2024. Mais aujourd'hui, ces chantiers, on le voit bien, ne sont pas remplacés par d'autres. Aussi bien les chantiers publics, parce que le gouvernement n'a pas pris à bras-le-corps le sujet des contrats de projet, et sur le plan privé, parce que finalement, toutes les mesures qui ont été proposées dans cette loi fiscale qui, effectivement, a été annulée, elles vont à l'encontre du développement économique. Elles rendent la construction plus difficile. La défiscalisation a été diminuée. Tous les projets hôteliers qui avaient été déposés en défiscalisation ont été suspendus parce que le dispositif ne permet plus de compenser la cherté de la vie, des équipements, des infrastructures. Donc c'est effectivement ce que l'on voit aussi. Et quand on discute avec les chefs d'entreprise, ils nous disent effectivement que les carnets de commandes pour les mois qui viennent ne sont plus remplis et on va vers un ralentissement économique qui est extrêmement palpable aujourd'hui. Demain, donc, l'Assemblée examinera le premier collectif budgétaire de l'année. Vous comptez proposer un amendement pour diriger donc 1,5 milliard de plus vers le CHPF, en plus des propositions du gouvernement. L'heure est grave dans la santé également. Oui, effectivement, c'est même pas nous qui le disons. On a vu les menaces de démission de tous les chefs de service du CHPF. On sait que la santé est dans un état catastrophique. Alors, on ne blâme pas le gouvernement actuel qui, effectivement, hérite d'une situation qui est compliquée. Par contre, ce gouvernement, depuis 1 an, aurait déjà dû bien prendre en charge ce problème. Les dotations qui ont été prévues dans le cadre de ce collectif sont insuffisantes. Le ministre lui-même le dit. Et donc, nous proposons de retirer une partie des crédits qui sont destinés à ATN, qui n'est pas encore dans l'obligation de recapitaliser son capital, en disant est-ce qu'il n'y a pas une plus grande urgence aujourd'hui sur la filière santé, sur la santé des Polynésiens. Et donc c'est la proposition que nous faisons et ça ne déséquilibre pas du tout le budget. Et le deuxième amendement que nous proposons concerne la filière du copra. On voit que la cherté de la vie est un problème majeur pour tous les Polynésiens et surtout ceux des îles. Le prix des produits coûte encore plus cher dans les archipels éloignés. Et le SMIC a été augmenté ici. Dans les îles, pour beaucoup, l'activité, c'est le copra. Et donc, le prix du copra n'a quasiment pas bougé, effectivement, depuis 2022, mais depuis plus longtemps, encore plus. Et nous proposons donc de doter à hauteur de 500 millions pour permettre l'augmentation du prix du copra, en le faisant passer de 150 à 180 francs. Et deuxièmement, nous proposons de mettre en place une enveloppe de 200 millions pour permettre de restructurer cette filière et d'accompagner la création de nouveaux produits, notamment l'huile de coco vierge, d'accompagner dans les îles ceux qui souhaitent se lancer dans cette activité qui est beaucoup plus rémunératrice pour les personnes qui le font, mais qui nécessite un accompagnement au départ. Et lorsque nous avons posé ces questions au ministre de l'Agriculture en commission, il lui-même concède qu'il y a une nécessité de restructurer cette filière. Donc, sauf si la politique vient se mêler de tout ça, nous pensons que ces amendements vont dans le bon sens pour la santé des Polynésiens et pour le développement des archipels. Et nous sommes dans une démarche constructive. Comme je disais, nous avons fait en sorte que ce budget ne soit pas déséquilibré par ces nouvelles orientations. Et j'espère que la majorité le verra comme ce que nous proposons, à savoir une amélioration de ce collectif qui, à ce stade, n'est qu'un rafistolage. Merci beaucoup, Miguel Ory, d'être venu sur ce plateau et merci pour toutes vos réponses. Merci. Pas de retour en arrière sur le dégel du corps électoral, mais le chef de l'État cherche des solutions pour apaiser la situation en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui ressort de la visite éclair d'Emmanuel Macron à Nouméa. Emmanuel Macron qui souhaite un accord global sur l'avenir institutionnel de l'île. Un point d'étape est prévu dans 1 mois. Laure Philibert, Mataïhourey, assure des images de l'AFP et de l'Élysée.
Il a parcouru 35 000 km pour trouver une issue à la crise qui touche la Nouvelle-Calédonie. Mais les 17 heures qu'il a passées sur le caillou n'ont pas permis à Emmanuel Macron de rassembler toutes les forces politiques autour d'une même table. Le chef de l'État se donne du temps pour trouver un accord. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Cet accord doit être négocié évidemment par les forces politiques, légitimes pour le faire, mais doit aussi associer les maires, les forces vives, en particulier économiques, de la Nouvelle-Calédonie. On souhaite aussi que cet accord puisse être soumis au vote des Calédoniens. Emmanuel Macron a rencontré les différentes composantes politiques séparément. Si les indépendantistes ont refusé de s'exprimer, le sénateur Georges Naturel compte sur l'État pour reconstruire le Grand Nouméa. On a peut-être passé en 8 jours les heures les plus noires de notre pays, mais on trouvera les choses de la reconstruction. Alors, ce sera forcément avec l'aide de l'État. Je veux dire, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir reconstruire tout ça. Je demande ici à ce que tous les responsables appellent explicitement à la levée des barrages et des points fixes. C'est la demande que j'ai formulée, en particulier au FLNKS et au CCAT. Que cela se fasse dans les heures qui viennent. Dès que les retraits seront effectifs et observés, l'état d'urgence sera levé. L'ampleur des dommages liés aux émeutes est en cours d'évaluation. Ils seraient colossaux. Des aides d'urgence seront débloquées pour aider notamment au paiement des salaires et au soutien des entreprises. La priorité ira vers une aide d'urgence pour payer les salaires, pallier aux problèmes de trésorerie. Des engagements ont déjà été pris lors des 2 réunions qu'a présidé le ministre de l'Économie et des Finances. Des blindés et des hélicoptères supplémentaires sont attendus en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Le chef de l'État annonce un point d'étape dans un mois pour déterminer la suite à donner à la réforme en cours. 3500 exposants de 120 pays et pas moins de 150 000 visiteurs. C'est à tout ce beau monde que le salon Vivatech accueille cette année. La grand-messe annuelle de l'innovation technologique se tient actuellement à Paris. Une formidable vitrine pour les startups polynésiennes venues chercher des financements. Julien Panafieux et Wallis Glaise. Les années Covid sont loin derrière lui. Vivatech poursuit sa route et continue de grandir à mesure que les éditions s'enchaînent. Au-delà de la course aux chiffres, le plus grand salon tech du vieux continent est devenu un rendez-vous incontournable pour un grand nombre d'acteurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de start-up. Pour nous, c'est une opportunité de faire des rencontres dans 2 angles différents. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer et avoir des nouveaux partenaires, des investisseurs potentiels, des business angels qui vont venir croire en projet et la solution. Et derrière, on peut aussi rencontrer des partenaires qui vont aider à travailler donc avec une collaboration plus horizontale. Et ça, c'est des ressources qu'on ne pourrait pas avoir quand on habite en Polynésie où on est vraiment loin de tout au final. Entretien, rendez-vous d'affaires, recherche de franchises et d'investisseurs. La directrice générale de la start-up Speak Tahiti Paroparo en a l'habitude et c'est sa 2e participation au salon. L'événement reste le meilleur moyen de trouver de nouveaux investisseurs. Nous, on est sur la revitalisation des langues autochtones, donc c'est un sujet très spécifique, un marché très spécifique et fragmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on fait à la fois de l'EdTech, donc tout ce qui est autour de l'éducation. Mais j'ai aussi plusieurs demandes, notamment d'investisseurs ou de groupes d'investisseurs qui savent que j'ai déjà fait une levée de fonds et ont envie de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, un an et demi après ma première levée de fonds. Les entrepreneurs en ont conscience. Vivatech reste le salon de la tech le plus important du monde en termes de visiteurs et de visibilité. En 2023, le salon est même passé devant le célèbre CES de Las Vegas en termes de fréquentation. Pour les startups polynésiennes, c'est aussi l'occasion de développer un réseau. Ce qui est intéressant pour les entrepreneurs, c'est de venir ici, c'est déjà de pouvoir se mettre en réseau, de pouvoir exister en tant qu'entreprise polynésienne sur un marché ultra concurrentiel de l'innovation, des startups et de pouvoir rencontrer des homologues, pouvoir apprendre aussi de ce qu'ils font, de leurs erreurs, de ce qui leur a permis de grandir et de rencontrer des investisseurs. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal pour ces startups aujourd'hui, c'est trouver des financements et se développer. Pour cette édition, 5 startups polynésiennes étaient présentes.
L'année prochaine, Vivatech mettra encore davantage l'accent sur le développement durable, mais aussi l'intelligence artificielle. Entrepreneurs polynésiens, à vous de jouer. Et c'est le moment d'ouvrir notre rubrique TR Sport. Oriano Yorana, le retour sur la performance incroyable de Teur Aitirei Tupaya le week-end dernier lors de l'épreuve de javelot meeting international de Seine-et-Marne. Et oui, il réalise un G de 86 mètres 11 et efface un record de France vieux de 35 ans détenu par Pascal Lefebvre, 82 mètres 56. Avec ce G, le Tahitien atteint les minima olympiques, synonyme de qualification pour les JO de Paris où il rejoindra l'équipe de France d'athlétisme. À titre de comparaison, en 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo, le lanceur indien Neeraj Chopra a remporté l'épreuve de javelot avec un G de 87 mètres 58. Regardez, ce n'est pas très loin de ce qu'a réalisé Teur Aitirei. Le deuxième, Jadek Vadlek, un Tchèque, avait réalisé 86 mètres 67. Et à la troisième place, on retrouve un autre Tchèque, Jakub Vadlek, avec un lancer de 85 mètres 44, moins que ce qu'a fait Teur. Ce qui veut dire que tout est possible pour notre Eto. Une délivrance pour lui qui a su rebondir après 2 années difficiles. Les précisions avec notre champion. Ça a contribué et derrière, avec les efforts que j'ai pu faire à Strasbourg en revenant, malgré une saison hivernale catastrophique, derrière j'ai su rebondir. On s'était dit avec le coach, on va rebondir cet été, ça va revenir et on va y aller, quoi. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, je communiquais plus trop sur les réseaux, j'étais focus sur mes objectifs, focus sur mon projet. On a fait 2 stages, un à Nice et un à Alicante. Il y a quelques semaines. Donc, qui se sont super bien déroulés. J'ai eu pas mal de déblocages techniques là-bas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sors un G extraordinaire, on va dire. Derrière, heureusement que j'avais le soutien de tous ceux qui m'accompagnaient, qui m'encourageaient avec des ondes positives, la good vibes. Et c'est ça, je pense, qui a fait la différence sur la motivation et l'envie d'aller au fond. Et direction les États-Unis. Maintenant, nos hommes forts de Nahiti et de Bora Bora sont actuellement au Texas. Ils disputeront les championnats du monde de bench press lundi prochain. Et oui, ils ont quitté le Fénois hier matin. Ils vont donc rejoindre ce grand rendez-vous mondial la semaine prochaine. Nos 3 hommes forts ont décroché leur qualification lors des championnats de France en février. Le colosse de Bora Bora, Tario Tereharoa, avait remporté le titre chez les masters de plus de 120 kg avec une barre de 237 kg 500. Gianni Wang s'était lui imposé chez les moins de 120 kg en soulevant 192 kg. Et Tommy Tehura est arrivé deuxième en Open avec une barre de 245 kg. Aux États-Unis, ils rejoindront plus d'une centaine de compétiteurs venus des 4 coins du monde. Nous étions hier à leur départ. On les écoute. On passe tous lundi, sauf que Tario et Gianni passent le matin et moi je continue la compétition en Open. Normalement, je commence avec ma barre que j'ai effectuée en France, 245. Ensuite, on verra dans le feeling comment ça va être. C'est ma 2e fois que je participe au championnat du monde de bench press. Et là, c'est pas du gâteau. Là, il y a des pays qui sont très forts, comme le Canada, l'Allemagne, des grands pays, quoi. Nous, à côté, on est petits. Tous les champions du monde qui sont là, présents, l'Amérique est revenue aussi dans le circuit, ça va être chaud. Ça a été comment ta préparation pour ces championnats du monde? C'est dur quand même parce que j'ai toujours mon problème de poids de corps. Donc, il me reste encore 5 kilos à perdre pendant 6 jours. Donc on verra bien. Ouais. Je suis fier de représenter Maupiti, Taha, Bora Bora, Huahine et Reiatea, les Raromatai, ainsi que Tahiti, Moréa, toute la Polynésie. Tu donneras tout? Je donnerai tout, je l'emmènerai cette médaille pour nous. Voilà, et un grand faïtuto à nos Eito. Voilà, Davidson, c'était l'essentiel de l'actualité de nos Eito à l'international. Merci beaucoup, Oriano Tefao, pour toutes ces précisions.
Et en sport toujours, en football, notamment dans un match fou, l'AS Pirée s'est imposé hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions de l'OFC au Stade Pater face aux Fidjiens de Rewa. C'est une histoire de pénalty qui a rythmé ce début de match, puisque Rewa ouvre le score à la 35e minute pour mener 1-0. Il faut attendre la 90e minute pour voir les Oranges égaliser sur pénalty dans les arrêts de jeu à la 96e minute. Nouveau pénalty pour Pirée. Les Fidjiens reviennent à 2-2 à la 99e minute. Toujours dans les arrêts de jeu, dans les prolongations, Pirée s'envole en marquant 2 buts pour décocher donc sa place en finale sur le score de 4-2. La dernière fois que Pirée s'est hissé en finale, c'était en 2006. Je vous propose d'écouter la réaction de Donovan Bourbar au micro d'Olivier Huc. Ouais, c'était un gros match contre l'équipe des Fidjiens. On est allé la chercher jusqu'au bout. Ils mènent 1-0, on revient à 1-1, on revient au score à 2-1 et ils arrivent à égaliser dans la fin de jeu. On va jusqu'en prolongation. Et belle victoire ce soir. On remercie tous les copains qui ont fait le job. Demain, il va falloir bien récupérer pour la finale contre Auckland. On n'a pas se cacher, on a perdu beaucoup de plumes là ce soir contre les Fidjiens. On est allé la chercher et voilà, une fois, félicitations encore à l'équipe fidjienne. Ils nous ont pas facilité la tâche. Maruru. Et la finale se tiendra donc demain, ce vendredi à 18h au Stade Pater. Pirée affrontera le grand favori du tournoi Auckland City. On leur souhaite bonne chance. Votre soirée sur Tétini Télévision, ne manquez pas bien dans Sanfaré puis Pékin Express. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétini Télévision et à demain. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.